Quand j'étais adolescent, je faisais pas mal de jobs d'été et je me posais déjà à l'époque la question de savoir comment est-ce que je pouvais faire fructifier mon argent tout seul en fait. Euh, Faire travailler l'argent tout seul d'un côté. Et j'avais déjà dans ma tête des objectifs, comment tu pourrais faire 10 000 euros, 100 000, etc. Je connaissais pas l'immobilier, la rentabilité, tout ça, mais je sais que j'avais déjà cette fibre business et à l'époque, avec le peu de culture financière que j'avais, je cherchais déjà des moyens complémentaires à livrer pour atteindre ces objectifs. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu te poses la même question. Et je pense que si à l'époque, j'avais su ce que je vais te dire maintenant, bah, la situation serait pas du tout la même. On va donc étudier ça en étudiant les avantages et les inconvénients de chacun des placements, le livret A et l'immobilier. Dans une troisième partie, on va étudier les différences entre les critères, des critères que j'aurais moi-même établis, et quel est le profil en fonction de l'un et en fonction de l'autre. Je te donnerai surtout moi ce que je pense, mon avis, parce que c'est pas l'un ou l'autre. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin que tu sois en mesure de prendre les décisions les plus éclairées concernant tes finances en fait. Alors pour ce qui s'agit du livret A, alors le livret A, si tu es un petit peu éduqué financièrement, le livret A ça ressemble un petit peu à un compte courant dans ton espace client de ta banque, donc là où je veux en venir c'est que c'est quand même assez liquide. Le livret A il est plafonné à 22 950 euros, ce qui fait que tu ne pourras pas déposer plus dessus. Et comme c'est un livret, il délivre un rendement. Donc tu vas pouvoir générer des gains en capital. Même si on va voir, les gains qui sont générés en capital, c'est pas dingue en fait. Premier avantage du livret A. Le premier avantage du livret A, ça va être sa liquidité et sa disponibilité en fait. Les fonds déposés sur un livret A sont facilement accessibles et en général, il se suffira d'un clic en fait. Tu fais un virement du livret A sur ton compte courant et basta. C'est extrêmement liquide. En général, ça prend très peu de temps. Donc pour moi, ça c'est un gros avantage. En deuxième avantage, tu vas avoir la sécurité. Alors, les dépôts dans un livret A, il faut savoir qu'ils sont garantis par l'État. Et même si ta banque fait faillite, l'État est toujours garant en fait de ton livret A. Donc niveau sécurité, tu seras au top. En troisième point, je t'ai parlé de gains en capital. Il faut savoir que les gains en capital générés par le livret A sont exonérés d'impôts. Ça veut dire que tu paieras pas d'impôts. Zéro CRDS, zéro impôt sur le revenu, rien du tout. Donc ça, c'est uniquement dans ta poche, c'est du net. Pour ce qui est du quatrième avantage, j'ai noté l'accessibilité. C'est pas comme l'immobilier si tu veux. L'immobilier, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu te bouges, tu prospectes, tu négocies, etc. Non, tu veux ouvrir un livret A, tu vas dans un établissement bancaire, tu ouvres un compte, tu demandes un livret A, c'est fait. Donc c'est ce qui fait que c'est un moyen d'épargne assez rapide au final. En cinquième avantage, le livret A, ça rejoint un petit peu la sécurité que je t'ai dit juste avant, il n'y a pas de risque en fait. Étant donné que t'es exposé à aucun marché, ton rendement il est flat si je puis dire, et t'as pas de perte en capital, en tout cas de façade. En sixième avantage, t'as pas de frais sur un livret A, t'as pas de frais au niveau de l'ouverture, quand tu veux ouvrir un livret A c'est gratuit, quand tu veux clôturer un livret A c'est gratuit, et t'as pas non plus de frais de tenue de compte sur un livret A, contrairement à un compte courant. Tu vois, donc si t'as un compte courant, ça peut être intéressant de verser directement sur ton livret A si c'est possible. Tu vas t'économiser les frais de tenue de compte d'un compte courant en fait. En septième point, la flexibilité. Quand tu auras un petit peu de patrimoine et un petit peu d'argent, ou peut-être même si tu as déjà des sociétés, tu verras que tout ce qui est produits financiers, typiquement les assurances vie, les comptes à terme, ce genre de choses, ou même un PEA, tu peux avoir des durées minimales ou maximales de détention. Typiquement le PEA, je crois qu'il faut le détenir pendant 8 ans pour être complètement exonéré de CSG, CRDS. Enfin, il y a un truc comme ça dans le PEA. Si tu prends un compte à terme, par exemple, la trésorerie que tu vas bloquer sur le compte à terme, elle va être bloquée pendant toute la durée du contrat. Et ce sera libre au terme, en fait. Voilà. Dans le livret A, c'est la flexibilité totale. Tout ce qui est dessus, tu peux le retirer. En huitième point, c'est idéal pour l'épargne des projets à court terme. En raison de sa liquidité et de sa sécurité, le livret A est souvent utilisé pour économiser de l'argent sur des projets à court terme. Typiquement, t'acheter une voiture, mettre un apport pour un appartement, pour les vacances. Ça te coûtera rien et ça te rapportera des intérêts, quoi. En neuvième point, je te parlais tout à l'heure que c'est un livret, donc dessus tu as un rendement. Et le neuvième point, ça va justement être le fait que tu aies une rémunération qui est régulière. Alors les intérêts du livret A sont calculés tous les 15 jours et ils sont délivrés de mémoire une fois par an, je crois que c'est au 1er janvier de chaque année. Donc tu as une rémunération régulière de ton épargne. Donc là on vient voir tout ce qui est les avantages. Maintenant j'aimerais qu'on traite un petit peu les inconvénients. J'en ai listé 8 et ils découlent directement des caractéristiques que je t'ai citées juste avant. En premier inconvénient, tu as le faible rendement.
Le taux d'intérêt du livret A, en fait, généralement, il est bas et il peut pas suivre l'inflation. Ce qui fait que, dans le temps, sur le long terme, l'épargne que tu vas mettre dessus, elle va s'éroder, en fait. Puisque si tu as une inflation, par exemple, à 5 points, on va dire que tu as un livret A qui va être à 4 points, bah, tu vas perdre 1% de pouvoir d'achat chaque année. Alors, tu vas perdre 1% par rapport à l'inflation, mais tu vas moins perdre que si ton épargne est sur un compte courant, quoi. Donc, le livret A, quand même, tu limites un peu la casse avec le livret A. Maintenant, il faut pas que ça reste trop longtemps dessus parce que tu peux rentrer dans une mécanique d'intérêt composé négatif, en fait. En deuxième inconvénient, tu as tout ce qui est rendement limité. Faut savoir que le plafond du livret A, il est fixé. Les rendements sont limités et même si tu as une somme d'argent importante, bah tu pourras pas déposer dessus en fait. Et bon, là le plafond, comme je l'ai dit, il est à peu près de 23 000 euros. Si tu déposes 23 000 euros avec un taux d'intérêt à 3%, je te fais le calcul rapidement. Tu mets 23 000 fois 0,03, tu vas libérer 690 euros par an. Donc 690 euros par an, c'est pas dingue. Surtout si tu compares ça par rapport à d'autres produits d'investissement, quoi. En troisième inconvénient, tu vas avoir le manque d'options et de placements. Le livret A, c'est un livret pour l'épargne en fait. Donc, t'as pas vraiment de possibilité de diversifier tes investissements comme tu voudrais le faire par exemple en bourse, en choisissant des trackers, en investissant sur des indices, des options, des obligations, etc. Ça, t'as pas. Le livret A, c'est le livret A. Voilà, donc t'as aucun levier et t'as aucun contrôle dessus. En quatrième inconvénient, j'ai listé l'impact de l'inflation. Donc, je te le dis, hein, avec l'exemple du 4%, une inflation de 4% et un livret à 3,5, ben oui, le livret A, techniquement, il ne compensera pas l'inflation. Donc, si tu veux vraiment développer ton patrimoine et t'enrichir, le livret A, ça va juste limiter la casse et sur le court terme, voire sur le moyen terme, mais pas sur le long terme. En cinquième inconvénient, c'est un petit peu la contrepartie de ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est pas du tout adapté aux objectifs long terme. L'inflation, ça va t'éroder ton capital dans le temps. En sixième inconvénient, tu vas avoir la limite de dépôt. Donc 22 950 euros quand tu commences à avoir un petit peu d'épargne ou même si tu as fait un petit peu d'immobilier, et que tu as déjà revendu des trucs, 22 950 pardon, c'est pas dingue quoi. Donc clairement, si tu commences à avoir un capital, il peut être intéressant de le faire clairement travailler autrement quoi. En septième inconvénient, tu vas avoir l'absence de flexibilité sur le rendement. Ce que j'appelle l'absence de flexibilité sur le rendement, c'est que dès que tu commences à t'intéresser au monde de l'investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier, tu auras facilement accès à des opportunités qui sont bien meilleures que celles du livret A. Ça veut dire que sur un livret A, tu pourras pas tirer parti de ces opportunités-là, en fait. Tu vois, t'investis régulièrement dans une ville de taille moyenne, bah, c'est pas déconnant de trouver des biens qui sont à 10% de rentabilité, tu vois. En mettant un peu d'apport et en faisant du levier, ça vaut largement plus le coup que de faire du livret A. Donc là, on vient de voir tout ce qui est les inconvénients du livret A. Maintenant, j'aimerais qu'on traite ensemble tout ce qui est la partie immobilière. Alors ça c'est la partie qui me concerne beaucoup plus. Je t'ai listé des avantages. On regarde ça tout de suite. Donc premier avantage dans l'immobilier, tu vas avoir un rendement qui est potentiellement beaucoup plus élevé en fait. Tout simplement parce que déjà tu vas pouvoir négocier. Premier argument, la négociation, donc tu auras un contrôle sur le prix d'achat en fait. Alors encore une fois évidemment, après il faut que ça ait une cohérence avec le marché. Tu vois, si t'es à Paris, t'achèteras jamais moitié prix, ça c'est clair. En deuxième avantage, tu vas avoir un flux de trésorerie stable. T'es pas sans savoir que quand tu fais de l'immobilier, en général, tu as des locataires, les locataires te payent des loyers mensuellement, bimensuellement, parfois trimestriellement, mais si on part sur une base mensuelle, ça te fait un flux de trésorerie qui est régulier, et c'est ce qui fait que les banques adorent ça. Et c'est aussi ce qui fait que c'est idéal pour compléter ou pour générer des revenus passifs en fait. En troisième avantage, et ça c'est pas des moindres, tu as un potentiel de plus-value. Tu sais, l'immobilier prend de la valeur dans le temps et suivant l'emplacement où tu achètes, tu peux revendre et faire parfois des belles culbutes. En quatrième avantage, le fait que tu aies une bien meilleure rentabilité, notamment en amortissant le capital, en faisant de la culbute ou en négociant, naturellement, tu as une protection contre l'inflation qui est bien meilleure que le livret A. Ça, c'est clair. En cinquième avantage, ça c'est un des critères qui fait que moi j'aime beaucoup l'immobilier, c'est le contrôle sur l'investissement. En faisant de l'immobilier, tu contrôles ton prix d'achat. Si tu veux acheter le bien, naturellement, c'est que les charges te conviennent, la taxe foncière aussi. Donc il y a tout un paquet de choses qui font que tu as beaucoup plus de contrôle sur ton investissement et tu sais où tu mets ton argent. En sixième avantage, tu vas avoir un effet de levier financier. Si je prends l'exemple d'une ville de taille moyenne et que je veux acheter un T2, un projet, par exemple, on sort à 50 000 balles, j'ai besoin que de 50 000 euros d'apport. Si je fais les chiffres en simplifiant, donc aujourd'hui, 50 000 euros, c'est environ 320 euros de mensualité.
tu rajoutes 50 euros de charges de copropriété, 50 euros de taxes foncières, donc tu seras à 420. Un appartement comme ça, je peux le louer en général, s'il est bien meublé, je peux le louer 550 euros. Ça te fait aux alentours des 130 euros par mois de cash flow. Donc c'est de la trésorerie que tu génères tous les mois en fait. Ce qui fait que sur l'année, ça te fait 1500 euros par an. Ça te fait du 30% de rentabilité sur le cash flow que tu investis. Si tu as mis 5000 euros en apport, tu génères 1500 euros par an. Et en plus, dedans, j'ai pas compté le remboursement du crédit, j'ai pas compté la prise de valeur du bien, et le fait que si tu fais du travaux, bah, tu vas pas payer d'impôt dessus en fait. En septième avantage, si tu fais de l'immobilier, tu vas pouvoir diversifier ton portefeuille. Tu vas pouvoir, par exemple, si tu achètes dans une ville, tu vas pouvoir commencer avec des studios, tu vas pouvoir diversifier après en attaquant d'autres types de surfaces, tu vas pouvoir aller sur des immeubles, des locaux commerciaux, tu vas pouvoir changer de ville. Donc, pour ce qui s'agit de la diversification de ton portefeuille, il n'y a pas de problème, tu as un contrôle qui est total et c'est toi qui décides ce que tu fais. En huitième avantage, tu as les avantages fiscaux. Effectivement, quand tu fais de l'immobilier, si tu es un petit peu éduqué à ça, en faisant un minimum de travaux ou en faisant tout simplement du LMNP, tu vas pouvoir avoir des avantages fiscaux. Donc ça va être, si tu fais de la rénovation, tu vas pouvoir déduire les travaux, tu vas avoir tout ce qui est l'amortissement en société ou quand tu es en LMNP. En neuvième avantage, tu vas avoir l'héritage et la transmission de patrimoine. L'immobilier, ça peut être une façon de créer et de transmettre un patrimoine qui est durable à travers la génération. Et ça, c'est quelque chose, on le sait à peu près tous, tu vois, dans toutes les villes, tu as au moins une grande famille qui a du patrimoine immobilier, et ça a commencé avec le grand-père, l'arrière-grand-père, qui a acheté son petit studio, son petit appart. Ça s'est développé comme des petits pains, ça a été transmis aux enfants. Alors, faut faire ça correctement, mais clairement, c'est un moyen de laisser quelque chose à ces gamins. En dixième avantage, les opportunités d'amélioration. L'achat de propriété nécessitant des rénovations et des améliorations peut offrir des opportunités d'ajouter de la valeur à la propriété et d'augmenter potentiellement la valeur. Tu peux ajouter de la valeur, par exemple, sur le mode d'exploitation, tu vois. Il y a 10 ans, le Airbnb, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Tu vois, tu peux augmenter la valorisation ou le cash flow. Donc là, on vient de traiter tous les avantages que j'ai pu lister par rapport à l'immobilier. Maintenant, j'aimerais qu'on traite ensemble les inconvénients. En premier inconvénient, j'ai listé le capital initial qui est élevé. Même si c'est vrai que je vais te donner une solution très rapidement qui permet de contourner ça, c'est vrai que si tu veux attaquer l'immobilier dans des grandes villes, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc., là par contre tu seras sur des biens qui seront facilement 200, 300, 400 000 euros, et ben il te faudra 10% d'apport, donc il faudra déjà un minimum de trésor. Ça c'est quelque chose que je contourne très facilement parce que je fais pas d'immobilier dans les grandes villes, je peux faire ça dans des villes de taille moyenne, où moi il m'est arrivé d'acheter des studios 20 000 balles, c'est quoi 20 000 balles, tu mets 15 000 euros de travaux, c'est un projet à 35 000, tu mets 4 000 euros de frais, quoi. Donc ça nécessite pas non plus énormément d'investissement. En deuxième inconvénient, alors c'est le pendant du livret A, ça va être une liquidité qui est limitée. Ça c'est un des gros problèmes dans l'immobilier, c'est que effectivement quand tu veux acheter un bien, ne serait-ce que pour l'acquisition, tu es sur 3 mois. Tu gardes ton bien sur le long terme, si tu veux le revendre, tu vas être minimum sur 3 mois aussi, si tu es sur des prix de marché ou si tu trouves rapidement un acquéreur. Donc il faut bien avoir conscience que l'immobilier, tu as une liquidité limitée. Vendre un bien, ça peut prendre du temps. Donc quand tu fais de l'immobilier, il faut toujours avoir une poche de liquidité à côté. Peut-être un livret A. En troisième inconvénient, ça va être les coûts d'entretien et de réparation. Alors effectivement, le fait de détenir un bien immobilier, tu vas mettre un locataire dedans, et suivant le type de location que tu fais, si c'est des logements, si c'est du professionnel ou autre, tu peux avoir besoin de rénover le logement, un coup de peinture tous les 5 ou tous les 10 ans. Donc ça, c'est des frais qui viennent grever ta rentabilité. Même si derrière, tu t'y retrouves un petit peu parce que les frais que t'engages, c'est de la fiscalité en moins. En quatrième inconvénient, les fluctuations du marché. Alors ça, c'est comme une épée à double tranchant. L'immobilier, effectivement, c'est un marché. Donc, tu le sais, l'immobilier, comme en bourse, il y a des respirations, ça monte, ça descend. Sur le long terme, en général, ça monte. Maintenant, il y a des fluctuations. Donc, il faut pas se retrouver dans un moment où tu te retrouves il faut pas se retrouver dans un moment où tu te retrouves devoir en train de vendre en moins-value. D'où l'intérêt, tu vois, comme je viens de te le dire, d'avoir une petite poche de liquidité quelque part. En cinquième inconvénient, tu as les risques locatifs. Donc tu as les risques locatifs qui sont liés potentiellement déjà à la vacance locative. Quand tu as un locataire qui part, tu peux ne pas toujours avoir le temps de remettre les annonces, de faire les visites, etc. Donc tu peux avoir de la vacance locative. Tu peux avoir aussi ce que j'appelle des erreurs de casting. Tu mets un locataire et le locataire, en fait, paye pas son loyer. Même s'il est impayé de loyer, tu as clairement des méthodes qui te permettent de limiter ça. Quand tu commences à avoir un certain volume et que tu commences à rentrer de l'argent naturellement, tu peux avoir des erreurs de casting, mais tu as du volume, donc c'est compensé.
En sixième inconvénient, tu as les risques réglementaires et les changements de réglementaires. Tu sais que tu es propriétaire immobilier, donc tu as des responsabilités vis-à-vis de ton bien et de ton locataire. La loi évolue, et ben tu dois t'y adapter. Tu vois, il y a quelques années, par exemple, les DPE, ça n'existait pas. Maintenant, c'est obligatoire. Il y a quelques années, les détecteurs de fumée, ça n'existait pas. Maintenant, c'est obligatoire lors de la mise en location. Donc, il faut bien te tenir au courant par rapport à ça. En septième inconvénient, tu as tout ce qui est les responsabilités légales. En tant que propriétaire, tu as des responsabilités légales envers ton locataire. Et quelque part, c'est normal. Si par exemple tu achètes un logement et que tu le loues, il faut que ton logement respecte des critères de salubrité, il faut que tu aies un éclairage minimum, il faut que ce soit sain au niveau de la vermine, faut pas que tu aies de rats, de cafards, etc. C'est la base, quoi. Il faut aussi que, par exemple, tu aies des critères minimums en termes d'aération du logement. En huitième inconvénient, tu as la complexité des transactions. Les transactions immobilières, ça prend du temps. Ça nécessite parfois des négociations, ça implique des contrats, des évaluations et d'autres aspects techniques. Donc c'est vrai que quand tu commences à être dans le business de l'immobilier, tu commences à maîtriser les rouages. Maintenant, pour un premier projet, effectivement, il vaut mieux commencer simple. En neuvième inconvénient, tu vas voir tout ce qui est sensibilité des taux d'intérêt. En fait, les taux d'intérêt, ça va influer les mensualités de crédit et le coût de ton crédit, en fait. Tu vois. Par exemple, il y a quelques années, on pouvait acheter un bien à 200 000 euros et ne payer que 1 000 euros de mensualité de crédit. Maintenant, tu n'es plus dans ces taux-là. Tu vois, quand je te parle des 200 000 euros, il y a quelques années, tu pouvais les avoir à moins de 1%. Maintenant, tu es plus aux alentours des 4%. Donc, tu ne seras pas du tout sur les mêmes mensualités de crédit. Donc, naturellement, ça va se rattraper sur le prix du bien. Il va falloir négocier le prix du bien. Et c'est aussi ce qui fait que tu as des fluctuations de marché. Puisque quand les taux augmentent, en général, les prix de l'immobilier descendent. Donc là, on vient de voir les inconvénients de l'immobilier. Maintenant, je t'ai listé 4 critères qui, en fonction de ton profil, vont te permettre de faire le choix. Est-ce qu'il faut plutôt que tu restes dans l'immobilier ou que tu restes dans le livret A? Donc, critère numéro 1, la rentabilité. Je te l'ai dit, l'investissement immobilier, ça offre un rendement qui est potentiellement beaucoup plus élevé, notamment grâce à l'effet de loyer, notamment grâce à la plus-value, aussi grâce au capital que tu rembourses. Déjà, rien que là, tu as déjà 3 leviers qui te permettent de développer ton capital dans la durée de manière exponentielle. Si tu ajoutes à ça l'arbitrage, le fait de revendre un bien et de réinvestir les plus-values, tu multiplies par je sais pas combien. Comparé au livret A, où là effectivement tu vas avoir une rentabilité flat qui peut évoluer mais en fonction de ce que le gouvernement veut. Et comme je te l'ai dit, l'inflation en général sur le long terme, elle battra le livret A. Donc sur le match de la rentabilité, l'immobilier gagne largement la main. En deuxième critère de choix, tu vas avoir la sécurité. Donc pour ce qui s'agit de l'immobilier, il y a une certaine, si tu veux, l'immobilier c'est tangible. Donc c'est pas comme certains produits financiers, c'est pas comme des obligations qui sont liées à des entreprises. Si l'entreprise fait faillite, ton obligation elle vaut ça. Un bien immobilier, il vaudra toujours quelque chose, même si c'est pas grand chose. Le but c'est qu'au bout de 20 ans, tu aies remboursé ton crédit. Et si ton bien immobilier tu l'as acheté 100 000 euros, au bout de 20 ans, même s'il a perdu la moitié de sa valeur et qu'il vaut 50 000 euros, tu peux le revendre. Normalement, il vaut toujours 50 000 euros. C'est toujours ça de cash que tu as mis. Et si tu as mis 10% d'apport, donc 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000 euros. Tu dégages toujours 50 000 euros. Sans compter le cash flow mensuel. Donc pour ce qui s'agit de la sécurité du côté du livret A, alors les dépôts dans un livret A sont garantis pour l'État, ce qui offre une sécurité relative. Cependant, la garantie s'applique jusqu'au plafond en fait. De toute façon, tu ne pourras pas le déplacer le plafond. Maintenant, le livret A a quand même la réputation d'avoir une sécurité absolue. Et même si, moi j'aurais tendance à favoriser l'immobilier, je pense que si on reste sur le montant du livret A, le livret A va remporter la mise au niveau de la sécurité. Donc pour moi, au niveau de la sécurité, le livret A sera gagnant. Mais c'est discutable. Au niveau de la liquidité, alors tu le sais, quand tu achètes un bien immobilier, il faut 3 mois pour l'acquérir. Quand tu le revends, il faut au moins 3 mois. Donc l'immobilier, c'est pas liquide. En fait, de tous les placements, c'est potentiellement ce qu'il y a de moins liquide. Potentiellement, il y a peut-être un truc qui est moins liquide, c'est quand tu rachètes une boîte. Bon. Et si je compare ça au livret A, le livret A, c'est exactement l'inverse. C'est un virement, quoi, de compte à compte. C'est fait comme ça. Donc sur le match de la liquidité, le livret A gagne largement la main. Pour ce qui s'agit du potentiel de croissance, alors l'immobilier, tu vas avoir plusieurs leviers de croissance. Tu vas avoir l'effet de levier financier. Tu apportes 10 000, tu lèves 100 000. Tu vas avoir le potentiel de plus-value. Tu achètes 100 000, tu pourras potentiellement revendre 130 000. Et enfin, l'amortissement du capital. Si tu le gardes 10 ans, ton bien immobilier, même s'il n'a pas pris de valeur, on va garder cet exemple pour que ce soit plus simple, il n'a pas pris de valeur mais tu le revends au bout de 10 ans, tu auras amorti 50 000 euros, donc tu le revends, tu fais 50 000 euros de cash. Contrairement au livret A où tu as un potentiel de croissance qui est extrêmement élevé, déjà tout simplement comparé avec l'inflation. Donc pour ce qui s'agit du match sur le potentiel de croissance, pour moi l'immobilier remporte largement la main. On vient de voir le match entre les critères sur l'immobilier et le livret A, maintenant je vais te livrer
moi, ce que je fais, enfin ce que j'ai fait personnellement, parce que maintenant le livret A, je ne l'utilise plus, mais je veux te livrer, si toi, tu es dans la position d'un investisseur et que tu devrais commencer l'immobilier, qu'est-ce que je ferais? Alors, pour moi, le livret A, il faut pas le négliger quand tu commences, parce que comme je te l'ai dit, c'est un livret d'épargne pour les projets à court terme. Donc, moi, la stratégie que j'adopte, ce serait de mettre toutes mes liquidités dessus et de constituer un apport pour faire de l'immobilier avec. Le but, ça va être de remplir ton livret A. Une fois que tu as suffisamment d'apport, tu achètes un bien immobilier. Avec les liquidités, tu remplis le livret A et tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et comme ça, c'est une manière d'accélérer le développement de ton patrimoine. Le principal problème que tu rencontreras une fois que tu seras déjà dans l'immobilier, depuis un certain temps que tu auras fait quelques reventes, ça va être le plafonnement du livret A en fait. Donc, moi, je me suis pas mal posé la question et j'ai trouvé une solution qui peut être intéressante pour toi. Cette solution, elle vient d'un broker qui s'appelle Interactive Broker en fait. Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis quelque temps, Interactive Broker rémunère les dépôts qui sont sur ses comptes en fait. Donc pour moi, le plan, c'est que dès que tu commences à avoir un niveau de liquidité qui est assez important, tu gardes un coin sur le livret A, mais tu peux effectivement envoyer quelques liquidités sur ton compte Interactive Broker. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir généralement un taux qui est bien supérieur au livret A. Alors, petite chose à savoir, c'est que le taux sera fonction du niveau de liquidité que tu as. Si tu mets 10 euros, tu ne seras pas rémunéré. Si tu mets 50 euros, tu seras rémunéré à la moitié du taux maximal, par exemple. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, on est en septembre 2023. Si tu mets 23 000 euros, eh ben, tu as plus intérêt de les avoir à 3% sur un livret A que de les avoir sur Interactive Broker parce que tu n'atteindras pas les 3% sur eBay. Donc, si tu veux faire mieux que le livret A, va falloir être aux alentours des 80 000 euros, tu vois. Donc, c'est déjà un niveau de liquidité. Mais dès que tu les as, ça peut être intéressant de les avoir dessus en fait. Ça va te permettre aussi de développer ton patrimoine en investissant dans des actions, des obligations, des produits financiers, typiquement des options, etc., etc. Donc je te mets dans la description un lien affilié si tu veux t'inscrire sur Interactive Broker. Personnellement, c'est la solution que j'utilise. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, pour moi, livret A immobilier, ça ne s'oppose pas forcément. En fait, quand tu commences l'immobilier, c'est même complémentaire. Pour moi, la stratégie, comme je t'ai dit, c'est de mettre tes liquidités, tout ce qui tombe dans un livret A pour le faire travailler. Ce que tu peux, tu le réinvestis dans les biens immobiliers et le cash flow des loyers, tu le réinvestis dans le livret A et comme ça, tu fais marcher les doubles intérêts composés. Alors, tu n'iras pas extrêmement plus vite parce que tu restes sur un montant du livret A qui n'est pas dingue, mais c'est un petit truc, tu vois. Et si tu prends à 23 000 euros, par exemple, à 3% et que tu fais 600 euros par an, eh ben, sur 3 ans, tu fais 1800 euros, tu vois. Les 1800 euros, tu peux déjà les investir dans un petit projet immobilier. En fait, ce qu'il va falloir voir, c'est comme un petit peu quand tu regardes dans l'horizon des placements financiers immobiliers. Moi, je t'invite pas forcément à faire l'un ou l'autre, mais de regarder la complémentarité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker, partager, t'abonner et commenter. Et puis, je pense que YouTube va te mettre ici une petite vidéo qui peut t'intéresser. Ah, ciao!